Donc, j'appelle maintenant les intervenants de la deuxième table ronde qui concerne la structuration de la filière cette fois, pour apporter une réponse fiable de décarbonation de chaleur. Donc, notamment Jean-Pascal Roche, qui est président de l'association ICO, Ingénierie du confort objectif 2050. Il nous dira dans un instant ce que c'est. Et aussi co-gérant du bureau d'études techniques ADRE. Philippe Papillon, qui est ingénieur indépendant du cabinet En butinant l'énergie. Teddy Puot, qui est délégué général de l'association Qualité NR. Gaël Parence, qui est gérant de l'entreprise Aquason, vice-président de l'Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie, UMG-CCP, et aussi vice-président de Qualité NR. Et enfin, Hugo Guillaume, secrétaire général du Syndicat national de l'exploitation climatique et de la maintenance, membre de la FEDEN, la Fédération des services énergie-environnement, qui ne sera pas physiquement avec nous, mais avec qui j'ai pu réaliser un enregistrement vendredi. Donc, on vous projettera cet enregistrement. Est-ce que les intervenants sont en ligne? Je ne vous vois pas. Oui, Jean-Pascal Roche. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Bonjour, oui. Alors, je vous vois presque tous, Jean-Pascal Roche, Teddy Puot, Gaël Parins, Philippe Papillon. Et donc, on est tous là, oui. Donc, on commence avec vous, Jean-Pascal. Je vous présentais, je ne sais pas si vous m'avez bien entendu, mais j'aurais aimé que vous rappeliez d'abord quelles sont les missions de l'association que vous présidez, donc ICO. Donc l'association ICO, c'est une association dont le but principal aujourd'hui est de promouvoir la performance énergétique. C'est une association qui regroupe une grosse centaine de membres, beaucoup de bureaux d'études techniques, une association nationale, beaucoup de bureaux d'études techniques, des fabricants de matériel, des installateurs, des exploitants et puis un certain nombre d'institutionnels, dont Enerplan. Et donc, ICO intervient sur de la formation, sur de l'information et sur des missions techniques. On travaille, par exemple, on vient de parler de la RE 2020, on a travaillé sur certains sujets pour développer cette RE 2020, réalisation de guides, etc., etc. D'accord. Alors, vous avez aussi mis au point une charte pour les installations solaires thermiques, la charte ICO. De quoi s'agit-il et que garantit cette charte? Alors, on est parti d'un constat, je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire, il fallait essayer de redynamiser un petit peu la filière sur le solaire thermique. Donc, on a eu l'idée effectivement de travailler sur une charte. Alors, donc, cette charte va pas offrir une garantie complète comme ça a pu être comme on a pu le voir par le passé sur des systèmes de GRS, de choses comme ça qui étaient en place. Là, l'objectif de cette charte, c'est d'essayer de redonner confiance aux maîtres d'ouvrage pour que les maîtres d'ouvrage retournent sur des installations de solaire thermique. Donc redonner confiance, c'est quoi? C'est que la maîtrise d'ouvrage déjà soit consciente qu'on sait faire des installations, qu'on sait dimensionner, réaliser et exploiter des installations de solaire thermique correctement. Et donc, pour redonner confiance à la maîtrise d'ouvrage, on a insisté sur deux choses. Essayer de regrouper des acteurs compétents et qualifiés et ayant de l'expérience dans le domaine, d'une part. Et d'autre part, la charte essaye d'insister et d'appuyer sur un point qui est fondamental selon nous, c'est la mise en service des installations et leur suivi et leur exploitation. Donc la charte s'appuie sur quelque chose, je ne sais pas si on doit en reparler dans la journée ou pas, mais sur la mise en service dynamique et donc toute une procédure de mise en service. C'est des choses qui sont déjà connues, mais qui sont pas forcément mises en œuvre correctement et pas forcément suivies correctement pour l'instant, et qui expliquent beaucoup de dysfonctionnements dans les installations. Est-ce que le respect de la charte est lui-même contrôlé?
Alors, donc la charte, c'est un engagement sur 5 ans, tel qu'on l'a rédigé. Le contrôle, il est fait par un contrôle de suivi, un contrôle de fonctionnement, donc un contrôle de suivi avec les indicateurs qu'on peut connaître habituellement, avec un reporting et un suivi de bon fonctionnement. Donc, oui, le suivi est fait par ça, effectivement. Et alors, quel était le succès de cette charte? Est-ce que vous avez de nombreux signataires aujourd'hui? Pas vraiment, c'est pour ça que c'est très bien d'en parler. Aujourd'hui, je dirais, il y a beaucoup d'acteurs de la filière qui sont convaincus que ça peut être une bonne idée. Aujourd'hui, très concrètement, depuis, donc ça fait 1 an et demi, 2 ans que cette charte existe, on est allé au bout sur une installation. Donc on peut dire que c'est vraiment très faible, le résultat est vraiment pas là. Je pense que c'est pas la charte qui est à remettre en cause, c'est vraiment aujourd'hui l'image de marque du solaire thermique et le fait qu'on a du mal à aller au bout, notamment sur des projets neufs, qu'on a du mal à aller au bout de l'installation solaire. Bon, aujourd'hui, les installations solaires, pour travailler beaucoup sur je travaille plus sur des projets collectifs ou des projets donc logements collectifs ou des projets tertiaires surtout. Bien souvent, moi j'ai tendance à dire que le solaire thermique aujourd'hui, il est vu, notamment l'eau chaude solaire thermique, c'est vu comme une option sur une installation. C'est-à-dire quand on fait un concours, quand on fait un avant-projet, on a toujours plein de bonnes intentions et le solaire thermique fait partie de ces bonnes intentions pour des cas bien adaptés où on a des besoins d'eau chaude stables et importants sur toute l'année. Et puis cette option, quand on commence à rentrer dans le dur, qu'on regarde les budgets de prêt, etc., et cette option, elle a tendance à sauter parce que bien souvent, il n'y a pas les moyens et c'est pas une priorité pour le projet, c'est un plus, donc c'est pas une priorité. Et malheureusement, il y a beaucoup d'installations, beaucoup de projets qui vont pas jusqu'au bout en solaire thermique. Je pense que les résultats de la charte dont je viens de parler sont vraiment représentatifs de ça, quoi. Il y a quelques dizaines de cas où on a pu parler de cette charte, où on a pu convaincre les maîtres d'ouvrage du bien fondé de cette charte. Et puis malheureusement, les projets ne sont pas allés au bout en solaire. Est-ce que vous envisagez la solution qui ferait que le solaire ne serait plus une option, mais s'imposerait sur les bâtiments collectifs et tertiaires? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit plus une option, justement? Moi, je pense qu'il faut des incitations beaucoup plus fortes. Alors, les incitations, elles peuvent être à deux niveaux. Elles peuvent être réglementaires ou elles peuvent être financières, ou les deux. Enfin, non, si c'est réglementaire, il n'y a plus besoin d'incitation financière. Donc, voilà. Donc une obligation de chaleur renouvelable, comme on l'évoquait à l'instant. Tout à fait. J'espère que la RE 2020 va nous pousser dans le bon sens. Quand je parle d'incitation financière, il y a quelque chose qui pourrait aussi faire en sorte que le solaire devienne un peu plus rentable, si on peut parler de rentabilité. C'est qu'on en parle depuis un moment, mais c'est le coût énergétique de manière globale. Si le coût énergétique en France devait augmenter un petit peu, je pense qu'on se pencherait d'un peu plus près sur des installations d'énergie renouvelable, et notamment sur le solaire. Pour conclure, comment mieux faire connaître la charte ICO? En communiquant auprès des acteurs de la filière qui soient convaincus qu'il faille faire des choses au niveau du solaire thermique. Et puis en parlant aux maîtres d'ouvrage, quelque part, ce sont les maîtres d'ouvrage qui détiennent la clé du développement du solaire. Si on arrive à convaincre les maîtres d'ouvrage que ça peut être une bonne opportunité, si on arrive à faire changer un petit peu l'image du solaire aujourd'hui qui est pas folichonne, je pense qu'on arrivera à faire beaucoup plus d'installations. La charte, il faut qu'on en parle, il faut qu'on arrive à la mettre en place de manière beaucoup plus forte.
Donc, c'est ce qu'on va vous souhaiter. Je vais devoir passer la parole à Philippe Papillon. Enfin, je lui passe la parole, donc, qui est ingénieur indépendant de Embutine dans l'énergie, qui lui veut nous parler de nouveaux schémas qui permettraient de maximiser l'apport solaire thermique. Philippe, est-ce que vous avez votre micro branché? Je vous cède la place. Il s'agit pour cette intervention d'une présentation un peu technique. Bonjour à tous. Je pense que je vais la faire sans présentation. Ah, voilà. Pardon, je dis vous devriez avoir la main sur la présentation. Je devrais avoir la main, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, c'est pas grave, je peux la faire en live sans les présentations. Donc, notamment au niveau des nouveaux schémas et qui ont pu être intégrés au niveau du fonds chaleur cette année, c'est la prise en compte dans les installations de production d'eau chaude sanitaire du bouclage sanitaire. Alors, globalement, pourquoi se poser cette question? C'est d'une part que le bouclage sanitaire, en gros, c'est le même ordre de grandeur de consommation énergétique que le chauffage de l'eau en tant que tel. Il y a par ailleurs des contraintes sanitaires au niveau des températures vis-à-vis de la légionnelle sur ce bouclage sanitaire. Et en plus, l'intérêt qu'il peut y avoir, c'est qu'on a une consommation énergétique du bouclage qui est répartie quasiment uniformément sur l'année. Donc, se poser la question de savoir comment on pouvait coupler et pourquoi coupler le solaire et le bouclage sanitaire. Donc, un premier intérêt, c'est d'attaquer globalement l'intégralité du poste des consommations énergétiques ECS. Donc, être sur 100% de la consommation énergétique des besoins de l'ECS et non pas uniquement sur le réchauffage de l'eau. C'est mieux valoriser la production solaire estivale. Et enfin, c'est réduire le coût de la chaleur solaire, justement en ayant un gisement plus important. Donc ça a donné lieu à un travail qui a été financé par l'ADEME avec du retour d'expérience, de l'analyse de retour d'expérience, et ça a permis d'amener, de proposer 4 schémas types donc qui ont été intégrés dans Socol, 4 schémas types où le solaire peut attaquer le réchauffage du bouclage sanitaire. Et puis, dans un deuxième temps, on a aussi évalué la méthodologie pour calculer l'énergie solaire qui a été effectivement valorisée sur le poste du bouclage sanitaire. Donc ça a été fait avec l'outil de la communauté Socol qui est Solo 2018, qui moyennant quelques petits bricolages permet d'accéder à cette production solaire pour le bouclage sanitaire. Alors, l'impact que ça peut avoir, le premier impact, c'est que globalement, on a une augmentation du taux d'économie d'énergie sur le poste CS qui est compris entre 1 et 22 points. Donc, le taux d'économie d'énergie peut être là très très largement augmenté en intégrant le réchauffage du bouclage. Ceci étant dit, on contribue, malgré cette augmentation du taux d'économie d'énergie, on contribue à une réduction du coût de la chaleur solaire. Cette réduction du coût peut atteindre 16%. Tout ça se fait en augmentant la surface de capteur de façon relativement modeste, puisqu'on augmente les surfaces de capteurs de l'ordre de 10 à 30%. Et cerise sur le gâteau,
c'est que depuis début 2020, les aides du Fonds Chaleur, elles sont aussi apportées sur cette énergie solaire qui a été valorisée pour le bouclage. Donc, on a un gain global qui est relativement intéressant et qui permet d'ouvrir de nouvelles perspectives sur cette typologie d'installation. Donc là, je vous ai résumé quelques éléments. Pour en savoir plus, donc on a d'une part au niveau de Sokol rédigé un livret spécifique avec l'ensemble de la communauté Sokol qui propose donc les 4 schémas que j'évoquais, qui indique comment on va pouvoir dimensionner l'installation, qui précise comment la méthode de calcul Solo va devoir être utilisée pour valoriser cette énergie solaire sur le bouclage dans les chiffres. Et puis, au-delà de ça, on a l'intégration des règles qui ont été mises dans le fonds chaleur, qui, elles, permettent de quantifier les aides qui peuvent être apportées sur cette typologie d'installation. Donc, sur cette technologie, donc c'est une façon d'adresser des besoins supplémentaires, de réduire le coût de la chaleur solaire, et je pense que ça c'est un des critères les plus importants, tout en offrant plus de services et plus de réduction de charges, notamment dans le logement collectif. Donc, pour compléter tout ça, donc ça c'est un premier volet. Aujourd'hui, au niveau du groupe Sokol, on est en train de travailler, de compléter cette panoplie avec 2 livrets spécifiques. Donc, un livret qui va être dédié aux installations solaires en eau technique. Donc ça, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été et d'études qui ont été menées ces derniers temps. Donc ça permet de rafraîchir un peu le sujet et de fournir des pistes permettant de cadrer cette typologie assez spécifique d'installation solaire. Et enfin, un secteur sur lequel le tourisme est sensible, mais aussi les collectivités locales, c'est le solaire thermique et les piscines. Donc ça, ce sera un autre livret qui sera à venir en novembre. Donc voilà, je vous remercie. Merci Philippe. Alors, si vous avez des questions, on tâchera de prendre des questions tout à l'heure. On va tout de suite enchaîner sur l'aspect mise en œuvre, avec notamment les installations et puis la qualification Calisol avec Teddy Puot, qui est délégué général de Qualité ENR, Calisol qui fête ses 20 ans. Donc, quel bilan pour Calisol. Teddy Puot, je ne suis pas sûr que tout le monde se souvienne des grandes étapes de cette histoire. Est-ce que vous pourriez nous en brosser les grandes lignes? Bonjour, les grandes lignes de Calisol, effectivement, Calisol a été créé par l'ADEME en 1999 dans le cadre du plan Soleil et avec un objectif qui était à l'époque d'aider à faire monter en compétences les professionnels sur les techniques spécifiques du solaire thermique et d'autre part valoriser auprès des particuliers les installateurs qui étaient en capacité d'installer ce type de système. Avec une logique qui était assez pragmatique, c'est que quand on veut en faire, on est quelqu'un chez soi, sinon on ne vous en proposera pas si c'est pas en faire. Et s'il vous en fait et qu'il ne sait pas faire, vous passerez le reste de votre vie à dire que ça ne marche pas. Donc Calisol a été géré pendant un certain temps par l'ADEME, et puis finalement l'ADEME a décidé de céder la gestion de cette marque, de cette qualification à la filière. Et elle a donc agi pour créer une association qui est Qualité ENR qui a vu le jour en 2006, avec ses membres fondateurs qui sont les représentants des installateurs, UMGCCP et CAPEB, et de l'autre côté, les syndicats, et à l'époque, le syndicat des énergies renouvelables. Donc une belle aventure qui, en 2006, comptait déjà 9000 entreprises, à l'époque, avec une appellation qui est devenue qualification par la suite. Et une logique déjà active dès 2007 qui était de se dire, si on veut faire monter en compétence, il faut mettre en place une brique formation.
pour valoriser cette appellation qui deviendra une qualification par la suite avec le RGE, et une volonté d'aller plus loin que la qualification historique dans le bâtiment, qui était cette volonté d'aller contrôler sur le terrain la qualité réelle des installations faites par les entreprises. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que finalement cette aventure qui a été lancée par l'ADEME et donc, reprise par Qualité ENR fixe les bases aujourd'hui finalement du grand modèle dans la valorisation des qualifications des professionnels, des qualifications RGE, puisqu'elle intègre ce qui a été mis en place par Calisol, à savoir cette formation du référent technique et ces audits des installations réalisées par le professionnel. Alors, ça veut dire que l'exigence de qualité a été renforcée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un vrai gage de qualité, la qualification Calisol? Alors, je peux vous donner 2 chiffres. Calisol, quand je suis arrivé en 2007, les premiers audits montraient que, grosso modo, plus d'une installation sur 3 présentait des écarts majeurs. On était à 64%, je crois, d'installations qui ne présentaient pas d'écarts majeurs. L'année dernière, que ce soit le CESI, le SST, même le collectif, on est à 93, voire 100% des installations qui n'ont aucun défaut majeur. On voit que c'est vraiment marginal. Aujourd'hui, la problématique de la filière solaire thermique, contrairement à d'autres filières qu'on est amené à encadrer également, elle est plus sur la qualité des installations. En tout cas, le respect des règles de l'art, il est là. Quand on contrôle, on a une qualité qui est présente. Alors, il reste des petites choses, des messages qu'il faut continuer à marteler, notamment pour les nouveaux qui viennent intégrer nos filières. Il y en a peu, il y en a trop peu sans doute. Mais globalement, aujourd'hui, on n'est plus sur une problématique dans cette filière-là de savoir-faire. On est vraiment dans une problématique d'avoir une demande. On est sur un marché où les installateurs peinent à valoriser leur savoir-faire. Alors sur les qualifications elles-mêmes, on a eu les qualifications CESI, donc chauffe-eau solaire individuel, SSC pour les systèmes solaires combinés. Il y a une petite dernière qui est la qualification Calisol collectif. Quand est-ce qu'elle a été créée, pardon? Elle est assez récente, Calisol collectif. Je crois qu'on l'a mis en place courant l'année dernière. C'est une qualification qui est encore assez jeune, qui compte pour l'instant peu d'entreprises. Mais le marché du solaire collectif, c'est aussi aujourd'hui un marché où il y a peu d'acteurs. Il y a un vrai enjeu, là encore, à fédérer et à valoriser finalement le savoir-faire des professionnels, que ce soit les plombiers, que ce soit les chauffagistes, sur ce sujet. Et le savoir-faire, il est là. Je pourrais donner un autre chiffre, c'est que dans cette aventure Calisol, on a formé plus de 9000 référents techniques sur le CESI. Aujourd'hui, si on regarde le nombre d'entreprises actives, qualifiées, on en a à peu près 1200. C'est-à-dire qu'on a un gisement important d'entreprises qui sont en capacité de déposer une demande et de valoriser leur savoir-faire assez facilement, puisque globalement, pour le reste, après, on parle d'assurance, on parle de matériel et de formalités administratives, mais rien de bloquant. On a connu jusqu'à 12 000 Calisol. On a des entreprises qui pourraient revenir facilement dans le jeu, valoriser le savoir-faire. Souvent, on entend les entreprises nous dire bah oui, mais faut que je repasse en formation. Ben non, si la formation elle a été faite après 2008, elle est toujours valable aujourd'hui. On a des entreprises qui nous disent c'est de référence. Vous dites qu'elle est toujours, on peut s'arrêter 2 secondes sur ce point, vous dites qu'elle est toujours valable aujourd'hui. Vous parlez d'un potentiel d'installateurs qualifiés. Ça veut dire qu'est-ce que je fais pour réactiver ma qualification? Comment je peux la conserver si je l'ai désactivée? C'est le même schéma pour toutes les qualifications. En fait, pour demander une qualification, il y a sur notre site, vous pouvez télécharger gratuitement le formulaire. Vous l'envoyez auprès de nos services. Une qualification, si l'entreprise n'est pas qualifiée chez nous, ça coûte 124 € hors taxe. Si elle est déjà qualifiée chez nous, c'est 62 € hors taxe. Et derrière, on l'instruit. Alors en ce moment, il y a beaucoup de demandes qui arrivent à Qualité ENR, que ce soit par les annonces sur Prendre Laurence, que ce soit par les dispositifs C2E. Mais il faut compter à peu près 2 mois pour obtenir sa qualification si vous remplissez tous les critères. Et en l'occurrence,
Pour les nouveaux, souvent, ce qui prend du temps, c'est cette logique d'aller en formation. Et encore une fois, d'ailleurs, sur la formation, c'est un frein parfois qui fait peur sur l'aspect financement. On se dit, il va falloir que déjà je prenne du temps. Oui, ça c'est vrai, il faudra toujours prendre du temps pour la formation. Mais ça a aussi un coût. Il faut savoir que toutes les formations ENR, sauf sur le photovoltaïque, aujourd'hui, elles bénéficient d'une prise en charge par le programme FIBAT, qui peut couvrir presque jusqu'à 100% des coûts de formation. Donc, il y a là aussi des dispositifs qui existent qui peuvent faciliter les professionnels à soit monter en compétences, soit à valoriser leur savoir-faire. Ce que je voulais dire aussi, c'est un autre point qui bloque, en tout cas, ce qui me remonte parmi les entreprises du solaire thermique, c'est de dire ouais, je ne fais pas assez de références, du coup, vous me bloquez. Il faut savoir, sur le solaire thermique, c'est une des seules filières qui est dans ce cas-là. On va vous demander, comme tous les autres, de références au cours des 4 dernières années. Si vous ne les avez pas, on vous qualifiera en probatoire, qualification qui dure 2 ans au lieu de 4. Néanmoins, compte tenu du marché, aujourd'hui, si au bout de ces 2 ans, vous n'arrivez toujours pas à donner une référence, on peut vous redonner une autre qualification probatoire, ce qui n'est pas possible pour les autres qualifications où il y a des délais de carence, au moins 1 an. On dit, bah non, désolé, on ne peut pas maintenir dans ces conditions-là. Sachez que pour le solaire thermique, aujourd'hui, le Calisol saisie, si vous n'avez pas de référence, il n'y a vraiment plus de frein à maintenir sa qualification longtemps si vous êtes formé et que vous souhaitez valoriser ce savoir-faire. Donc, vous adaptez à la réalité du marché. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, de bilan sur les 20 années écoulées? Sur les 20 années écoulées, ben voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a un enjeu, c'est mobiliser nos professionnels. Aujourd'hui, ce que je vois, moi, ce sont les acteurs de la pompe à chaleur et du bois qui sont très importants sur le site fer et auprès de Qualité ENR. Je pense que le solaire thermique a son rôle à jouer dans cette transition énergétique. Donc, pour qu'il joue son rôle, il faut qu'on ait des professionnels. C'est une question d'offre et de demande. Vous pouvez valoriser ce savoir-faire facilement. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la qualité est là. Ce n'est plus un enjeu de qualité, c'est un enjeu de visibilité. Donc, ben, si je fais un jour sans appel, s'il y a des professionnels du solaire thermique qui nous regardent, n'hésitez pas et venez valoriser votre savoir-faire avec ces marques. Merci beaucoup, Teddy Puot. Gaël Parence, vous êtes vice-président de Qualité ENR, vous êtes aussi vice-président de l'UMGCCP, pardon, et gérant de l'entreprise Aquason. Est-ce que vous avez un regard sur les 20 années écoulées de la qualification Calisol? Oui, je voudrais dire que le succès quand même du Calisol qui était jusqu'aux années 2010 est quand même dû au montage à des hommes qui étaient derrière, qui ont monté l'association de Qualité ENR. Au début, on a bien dit que c'était l'ADEME, qui dépassait par les événements à demander à André Joffre de monter une association. Et donc, les organismes professionnels se sont joints et les fabricants. Et donc, on a repris le relais de cette formation qui était au début légère. L'ADEME avait fait ce qu'elle pouvait. Et donc, nous, Qualité ENR, on a tout repris. Et il y avait des hommes derrière. Et ce que je veux dire, c'est le succès du Calisol qui a découlé après sur le Calibois, le Cali-PV et le Calipac et toutes les autres qualifications. La base, c'est parce qu'il y avait des hommes. J'en citerai quelques-uns. Je pense à Richard, qui va pas très bien ces temps-ci. Je lui souhaite un bon rétablissement. Mais qui nous suit. À Pierre Giordani, il nous suit, je sais, oui. À Pierre Giorbiano aussi, à Jean-Marie Carton, tous ces gens-là et tous les autres qui ont participé ont fait évoluer cette forme de qualification qui n'était pas une qualification de vue, mais c'était deux piliers, c'était la formation et le contrôle. Et après, ça a donné le reste au RGE avec des contrôles comme on le tient là maintenant. Il faut vraiment les remercier parce que sans eux, on n'en serait pas là. Et surtout le RGE. Voilà. Et le travail aussi quand même de l'équipe de Qualité ENR et de Teddy. Bien. Sacré travail. Merci pour cette précision, mais vous êtes là aujourd'hui pour parler d'autre chose, car vous avez travaillé à un toilettage du DTU 65.12, installation solaire thermique avec des capteurs vitrés. En quoi a consisté cette révision et pour quel résultat? Alors,
déjà, on va commencer la révision, un toilettage, on va dire. Il faut rappeler ce que c'est qu'un DTU. Le DTU est un texte d'application volontaire qui s'applique parce qu'il est mentionné dans un contrat en marché. Le DTU propose des clauses techniques d'un marché de travaux entre l'entrepreneur, le bâtiment et son client. Il en découle que le NFDTU ne peut être considéré ni comme une réglementaire, ni de facto obligatoire, puisque leur prise en compte dans le marché relève tout simplement d'accords contractuels entre les parties intéressées. Le DTU n'est donc pas un cours donné à l'entrepreneur, ni un document pédagogique. Il ne traite pas d'un produit ou d'un procédé en particulier, mais de solutions génériques. Le DTU contient des spécificités claires et vérifiables pour la réalisation des ouvrages, mais ne décrit pas la manière de répondre aux exigences réglementaires. Ce n'est pas l'objet du contrat. Enfin, il ne traite pas des techniques ou applications innovantes, par exemple le PV hybride ou confidentiel de peu d'usage. On ne traite que des techniques courantes et reconnues depuis longtemps. Le problème, il est là. Donc, il faut bien savoir ce que c'est qu'un DTU. Donc, il y a une demande de révision du DTU qui a été lancée par l'Enerplan. On a répondu, il va y avoir un toilettage. Alors, les points qu'on va toucher sont les suivants. On ne peut pas toucher sur les capteurs solaires intégrés ou incorporés. Il n'y a pas d'intégration générique à ce jour. Donc, c'est des avis techniques. On est aussi sur un problème sur les pattes de fixation des capteurs qui soient thermiques ou photovoltaïques. Il y a un travail à faire avec la filière du photovoltaïque sur les pattes de fixation. Ils se heurtent aux difficultés suivantes: l'étanchéité du système, pattes tuiles, rognier et la justification de tenue au vent concernant l'étanchéité. Cela relève des règles de couverture. La piste de règlement professionnel est envisagée pour traiter les différents types de tuiles et des ardoises. Concernant la tenue des pattes, l'installateur ne s'est pas justifié par calcul de la résistance des fixations. Il a besoin que le fabricant ou le fournisseur du système de fixation précise le domaine d'emploi du système de fixation: assemblage, charpente, pâte, rail, typologie de tuiles. Donc ça, on va lancer un groupe de travail là-dessus. On ne peut pas y travailler directement. Par contre, ce qu'on a un petit trou, mais ça c'est l'évolution des technologies, on a la prise en compte du chauffage solaire qui n'était pas traité dans le DTU. Et maintenant, c'est quand même assez ancien. Les domaines d'application, on va ouvrir sur la production de chauffage individuel et collectif destiné au chauffage et au rafraîchissement. Après, on a les méthodes de dimensionnement de base d'exposition à amender un petit peu parce que ça a changé, et la prise en compte des évolutions technologiques telles que le PV hybride ou panneau thermique plus photovoltaïque ne relève pas du TU à l'heure actuelle. Alors, on ne peut pas faire là-dessus aucune proposition concrète. Elle a été rédigée. Donc, on va ouvrir sur des termes du toilettage. D'accord. Donc, quelles sont les implications concrètes du travail que vous menez? Ça veut dire que on va pouvoir mettre en œuvre plus facilement ensuite différentes applications du solaire thermique et Voilà, ça va être ça. Donc, le travail va commencer l'année prochaine parce qu'il y a toute une procédure d'ouverture, étant qu'il y avait la demande, et on va travailler sur les thèmes que je viens de vous indiquer. C'est tout. D'accord. Donc ça, après, le temps, le dernier DTU a duré quand même 5 ans. Donc j'aimerais que ça soit assez court là-dessus, 1 an ou 2 maximum. Pour la révision, vous dites? Oui, je ne voudrais pas qu'on dépasse 1 an ou 2. Après, si on a des bonnes volontés sur les pattes de fixation, qui est quand même un gros problème entre les tuiles et la fixation, ça c'est le gros problème, c'est le groupe de travail peut s'y pencher, on pourra le mettre dedans. Mais ça dépendra du bon vouloir de chacun et des difficultés qu'on va rencontrer à ce niveau-là, parce que c'est quand même pas très facile vu les premières réunions que nous avons faites. D'accord, donc on va laisser la question du TU pour l'instant, on y reviendra sans doute l'année prochaine, mais vous vouliez aussi nous parler des avancées technologiques récentes dans le solaire thermique. De à quelle technologie vous pensez en particulier? Alors, je pense aux technologies, quand on passe par le numérique via la box des clients ou des modems 3G. L'avantage, tiens, je ne sais pas si vous avez remarqué la météo quand même, depuis 2-3 jours, il a fait un peu plus frais. Ici, on est habitué à 30 degrés, donc on a un coup de froid. J'ai beaucoup d'installations qui n'étaient pas lancées pour le chauffage. À distance, j'ai pu relancer les pompes, les dégommer, dire aux gens: non, vous remettez un peu de fluide, vous appuyez sur la pompe, vous ouvrez ceci, vous faites cela. Et en fait, sur une vingtaine d'installations, je me suis déplacé que sur une.
Et le problème, il n'était pas hydraulique, il était connecté que sur du RJ45. Donc c'est l'ironie. En fait, on a peu de maintenance à faire physiquement quand on est surveille avant, et avec tous les systèmes qui sont maintenant de prévention, d'anti-chauffe et tout. Et c'est que des démarrages pour chasser, en gros, des bulles d'air qui sont coincés à droite ou à gauche. Ou des utilisateurs qui ont oublié leur code d'accès aussi pour aller sur leur chauffage. Ça arrive. Est-ce Ça, que c'est la quand même numérisation... une grande facilité d'entretien et une rapidité, parce que en l'espace de 1 heure, on a traité une dizaine de clients. On n'aurait pas pu le faire physiquement, quoi. Enfin, je veux dire, physiquement, le temps de se déplacer, on n'y serait pas arrivé, on en aurait fait 2 ou 3. Et ça, c'est vraiment un très gros avantage sur le suivi et aider les clients à relancer leur chauffage. Mais est-ce que la numérisation, pardon, est-ce qu'elle facilite aussi l'installation des systèmes et puis aussi réduit éventuellement les marges d'erreur à la mise en œuvre? Bah, les systèmes hydrauliques, c'est toujours des connexions qu'il faut faire. Il y a de plus en plus de sondes. Ben oui, il faut qu'on s'améliore et qu'on apprenne mieux le RJ45 ou le courant porteur, quoi. C'est tout. C'est une autre option qu'on doit apprendre pour connecter tous ces appareils. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mais bon, ça s'apprend avec les téléphones, le Wi-Fi, on commence à bien s'en tirer. Mais comme chacun chez soi, quand il met une imprimante connectée par Wi-Fi, qui n'a pas râlé après de connecter une imprimante connectée à Wi-Fi avec toute la famille. Hein, donc voilà. Mais ça s'apprend, hein, on y arrive. Ça Et facilite. le Et réglage ça des facilite le installations, travail. le réglage Ben, des le réglage, installations est aussi facile que l'imprimante? ah, c'est beaucoup plus facile, hein. Je dirais c'est beaucoup plus facile. Et puis on a le temps et surtout on peut mesurer et voir nos actions et voir les courbes, comment ça réagit au niveau de l'inertie de la maison. Donc là, la facilité est bien plus importante parce que si on était sur place, on ne passerait pas 1 heure ou 2 heures devant l'écran de la maison à discuter. Tandis que là, on peut lancer l'application, regarder, voir comment ça se comporte, revenir sur les courbes. On a une mémoire qu'on n'a pas quand on est devant. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Devant, vous ne pouvez pas voir si vraiment votre vanne, quand elle est vraiment ouverte à 100% sur le chiffre, est-ce qu'elle est bien calée. Là, vous le voyez. Et après, vous revenez faire l'action corrective. Oui, c'est un gain, c'est une autre vision quand même du chauffage. C'est vraiment. On est dans le chauffage, on n'est pas devant le chauffage, regardez. On est dans le chauffage. Ce qui est différent. On ne pourrait pas le faire sans tout ça. Le solaire thermique a aussi fait sa révolution numérique. Merci Gaël. Je vais maintenant non pas céder le micro, mais plutôt céder l'écran à l'enregistrement qu'on a fait vendredi avec Hugo Guillaume, qui est donc le secrétaire général du syndicat national de l'exploitation climatique et de la maintenance, syndicat membre de la FEDEN, la Fédération des services énergie-environnement. Et Hugo Guillaume voulait nous parler à la fois de la formation Socol exploitant et du dispositif de réhabilitation de l'ADEME et aussi du contrat de performance énergétique solaire. Est-ce qu'on pourrait avoir la vidéo, s'il vous plaît? Nous n'avons pas le son pour, je ne sais pas si vous l'avez, mais moi je n'entends pas l'entretien enregistré. Gaël, vous entendez l'entretien? Non. Moi, j'entends rien du tout, hein. Rien. D'accord. Est-ce que quelqu'un nous entend? Je vais couper mon micro.
Bon, je crois qu'on a quelques difficultés. Bon, en live, il y a aussi parfois des problèmes, hein, donc c'est pas propre au webinaire. Comme tout, c'est comme le chauffage solaire, on apprend, voilà. On fait pareil, nous. C'est dommage parce que on vous entend, Edwige, mais on n'entend pas la vidéo. Jean-Pascal Roche, Teddy, Puo et Gaël Parade, vous pouvez couper vos caméras si vous le souhaitez. On vous reprend pour la séance de questions après la vidéo. Excusez-moi, vous n'entendiez pas la vidéo? Non, on n'entend pas la vidéo. Vous voyez l'image ou pas le son? On voit l'image, mais on n'entend pas la vidéo. Alors, on n'a pas trouvé la cause du souci, en fait, puisque nous, on l'entend très bien. Et le son est très mauvais, je ne comprends pas très bien ce que tu dis. Est-ce que sinon, si la vidéo ne fonctionne pas, on peut proposer de la mettre sur le site et passer à la session des questions-réponses? On la diffuser plus tard. Edwige, tu m'entends? Je suis désolé pour cette interruption de programme. Oui, on n'a malheureusement pas le son qui passe par le dispositif. On est désolé. Donc, cette vidéo sera disponible sur le replay pour entendre le témoignage d'Hugo Guillaume. Donc, on va passer aux questions directement. Bien, du coup, Gaël Parence, pardon, excusez-moi, je prononce mal. Teddy Puo, Jean-Pascal Roche, vous pouvez vous reconnecter pour la question et Philippe Papillon pour la session de questions. On va prendre du coup quelques minutes. Edwige, est-ce que tu as eu le temps de voir les questions qui sont arrivées? Alors oui, nous avions une question qui était pour Philippe Papillon qui concernait la consommation du bouclage. Donc la consommation qui a été mesurée in situ, est-ce qu'il y a eu un moment dans les études qu'il a mentionnées une comparaison avec des évaluations faites sur le moteur de calcul RT 2012 pour voir si la conso calculée par le moteur de calcul RT 2012 était comparable à celle qui était mesurée sur les sites qu'il a étudiés.
Non, il n'y a pas eu de comparaison qui a été faite par rapport au moteur RT 2012. Ce qui a été mesuré, bon, on a des ratios, mais c'est des ratios qu'on retrouve toujours dans la profession. Les besoins, les pertes thermiques du réseau de distribution, donc les besoins de chaleur pour compenser cette perte, sont comprises entre 70 et 200% des besoins d'eau chaude sanitaire, donc l'énergie qui sert à chauffer l'eau qu'on a chaude à son robinet. Voilà, alors par rapport au moteur de calcul RT 2012, je ne suis pas capable de répondre à la question, l'étude n'a pas été menée. Une autre question? Oui, merci. Alors, il y avait des questions qui portaient sur Quali ENR, la qualification Qualisol, donc pour Teddy Puot. Des remarques pour demander s'il était envisagé une simplification au niveau de la facilitation administrative des installateurs qui demandaient la qualification de Quali ENR. Et également le souci actuel du fait que lorsqu'aucune référence n'est déclarée sur 2 ans, il y a une année de carence qui est imposée aux installateurs, ce qui recoupe aussi une remarque qui a été faite sur un manque d'installateurs actuellement qui parfois il est difficile de trouver des installateurs qualifiés dans certaines régions. Des installateurs qualifiés, déjà aujourd'hui, on en compte, il y a plus de 1200 entreprises sur tout le territoire. Donc il y a quand même une offre qui est là. Il faut la développer, c'est certain. Les dossiers administratifs, et le TNR, on a toujours pris nos dispositifs pour qu'ils soient accessibles aux petites entreprises. Et d'ailleurs, concrètement, ça représente la très grande majorité. Je crois que les entreprises de plus de 50 personnes, c'est moins de 1%. La médiane, c'est grosso modo, si vous prenez une entreprise au hasard, vous avez une chance sur deux de tomber sur une entreprise qui a moins de 3 salariés. Donc, on est vraiment adapté à des petites structures. Un dossier, c'est pas très compliqué. Il y a un formulaire à remplir, l'attestation d'assurance, le référent, les références techniques si vous en avez. Si vous n'en avez pas, je vous ai dit pour Qualisol, c'est plus un critère bloquant. On a levé la problématique d'enchaîner les périodes probatoires et on va vérifier votre matériel, vous sous-traitez pas. Et globalement, c'est à peu près tout pour la délivrance d'une qualification. Donc, il n'y a pas de. Si vous êtes un professionnel du bâtiment, il n'y a pas une difficulté particulière de remplir un dossier et de l'envoyer. Et quelle est la seule question? Il y en a aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Je vois que la question elle est posée, mais des gens actuellement qui est le seul collectif. Je peux vous donner le chiffre en direct. Actuellement, j'en ai 11. Donc vraiment, il y a sur qualification collective, qui est une qualification qui est très récente, qui est une des premières qualifications d'ailleurs qu'on a ouvertes sur des installations de grande taille, puisque la plupart de nos qualifications s'adressent plutôt sur des petites installations plus particulières. Aujourd'hui, on a 11 professionnels. Donc là, oui, effectivement, il y a un enjeu de développer cette qualification-là. Il y a encore aujourd'hui peu de professionnels qualifiés. Gaël Parence voulait. Gaël, corrigez-moi, j'arrête pas de dire Parence. Est-ce que c'est Parence ou Parence? Pas grave, les deux peuvent être faits. Désolé. Ce que je voudrais dire, c'est que pour les dossiers de qualification, quels qu'ils soient, que ce soit tous nos dossiers de qualification, je vais prendre un chauffe-eau solaire. Un chauffe-eau solaire, on va des pattes de fixation sur le toit, des vis qu'on va mettre dans la charpente. On va avec un tuyau qui fait une pénétration dans une toiture, qu'il faut qu'il soit étanche. On descend, on achemine dans une maison, sur un étage, à passer des planchers et tout, plus les raccordements sanitaires qu'il nous faut, c'est quand même beaucoup plus compliqué que le dossier, honnêtement. Ou alors les installateurs ont une allergie des papiers. Ça, je peux le comprendre. Mais c'est vraiment très simple. Les dossiers sont quand même pré-remplis. Il faut suivre le déroulé. Après, c'est vrai, il faut faire 2 références. Je sais que c'est dur. Bon, mais ça, c'est la réglementation qui l'impose. Mais si on n'a pas fait d'installation en 2 ans, quand même, une référence, est-ce qu'on veut en vendre ou est-ce qu'on ne veut pas en vendre ou est-ce qu'il n'y a pas le marché? Mais enfin, je me pose des questions. On devrait quand même y arriver. D'accord? Donc moi, je veux plus entendre que le dossier est difficile. C'est plus difficile de proposer un chauffe-eau solaire avec tous les problèmes techniques et pourtant les installateurs y arrivent très bien.
ils n'arrivent pas à remplir le dossier. Donc c'est beaucoup plus simple. Il faut arrêter de stresser avec ça. Bien. Merci Gaël. Edwige, tu aurais une autre question? Donc, il y a une question un peu plus pour approfondir cette question de simplification. Mais bon, je pense qu'on ne va pas trop rentrer dans le détail, encore une fois, sur des questions qui sont plus spécifiques. Nous allons suivre à la suite de l'événement. Je pense qu'on va peut-être répondre au petit sondage et ensuite on marquera la pause. Et à quelques minutes avant la reprise de la pause, donc c'est-à-dire nous reprendrons à 11h45. Vous pouvez vous connecter 10 minutes avant. Nous aurons cette nouvelle vidéo réalisée pour les 20 ans de Qualité ENR, qui sont le témoignage d'un utilisateur de solaire thermique et de son installateur. Donc voilà, je vous invite à répondre à ce petit sondage et puis ensuite nous marquerons cette pause et nous nous retrouverons pour la vidéo et ensuite pour la deuxième partie de la matinée et les innovations de la chaleur solaire pour les années 2020. Merci Edwige. Donc on se retrouve à 11h35 pour la vidéo et à 11h45 pour la prochaine table ronde. À tout à l'heure.